Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle allait à cliquer sur « Publier » et tout a basculé. Un article, juste quelques paragraphes, anonymes, cruels, parfaitement calibrés. J'ai volé le mari d'une femme parfaite, elle ne l'a jamais vu venir, pas de nom, mais chaque ligne était une lame plantée dans ma gorge, les détails trop précis, trop intimes. C'était moi, c'était Julien. Et c'était signé par quelqu'un que j'avais autrefois appelé ma patiente. Je m'appelle Claire, j'ai 43 ans, je suis psychothérapeute. J'ai passé ma vie à écouter les autres, à soigner les blessures invisibles, à réparer ce que personne ne voulait affronter. J'ai toujours cru que l'humain pouvait guérir, que le mal, s'il était profond, n'était jamais irréversible. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi fabriquer le mal, lentement, scientifiquement, avec patience et avec un sourire. L'article avait été publié sur un blog local, un média qui prend de plus en plus d'ampleur depuis quelques mois, connu pour ses chroniques anonymes, ses confessions acides. La section s'appelait « Vérité brutale » et la mienne venait d'y exploser. Tout où y étaient les séances de couple que nous avions faites, décrites avec cynisme, les mots que j'avais prononcés, transformés en punchline, et surtout la description d'un homme pris au piège d'un mariage froid et contrôlant, sauvé par une femme libre et pleine de vie, Julien. Et la femme parfaite, moi. C'est celle que l'auteur disait avoir démontée étage par étage. J'ai fait fermer mon ordinateur sans respirer. Mon cœur battait trop vite, mon visage brûlait. J'ai tenté de me convaincre que c'était une coïncidence. Mais les signes étaient là. Il y avait ce détail, la bibliothèque en verre, remplie de livres classés par ordre de taille, mon bureau. Et celui-là, un mari qui met toujours 2 sucres dans son café, mais jamais devant sa femme. Une habitude de Julien. Caché, intime, partagé, trahi. Je me suis levée. Mon reflet dans le miroir du couloir m'a paru étranger. Une femme droite, cheveux tirés, blouse ivoire, vide. Je suis sortie, j'ai marché longtemps, jusqu'au pont Mirabeau, là où j'allais adolescente quand je me sentais perdue. Je me suis assise, je n'ai pas pleuré, pas encore. Le soir, Julien est rentré tard. Comme toujours ses derniers sages tétons. Il a embrassé ma joue. J'ai senti l'odeur du shampoing de quelqu'un d'autre, une fragrance fruitée que je ne porte pas. Il s'est servi un verre de vin. Il m'a demandé si ma journée s'était bien passée. J'ai dit oui, et j'ai souri. Et j'ai noté dans ma tête, 4e mensonge de la journée. Mais je ne voulais pas d'un scandale, pas encore. J'ai voulu comprendre, fouiller, identifier. J'ai commencé par relire mes anciens dossiers de patientes, et tous ceux que j'avais reçus ces 5 dernières années. Qui parmi eux aurait pu m'écrire cela, me haïr à ce point, utiliser mes propres mots contre moi? Et soudain, je l'ai vue, Nina, une jeune femme de 27 ans, arrivée il y a un an sur recommandation, anxiété chronique, trouble de l'attachement, histoire familiale trouble, père absent, mère hospitalisée jeune. Elle m'avait marquée, brillante, inquiétante, séduisante et surtout fascinée par moi. Elle posait beaucoup de questions sur ma vie, comme mes routines, mon couple. À l'époque, j'avais pris ça pour de la projection, de la curiosité affective. Je n'ai pas vu l'obsession. Je me suis souvenu d'une séance en particulier. Elle avait dit « C'est drôle, on dirait que vous êtes la femme que j'aurais voulu que ma mère soit. » Et moi, naïve, j'avais répondu « Tu peux construire ta propre version. » Elle l'a fait. En détruisant la mienne, j'ai tenté de la retrouver. Son numéro avait changé, plus de traces sur les réseaux, mais elle avait laissé une adresse mail dans un formulaire d'inscription. J'ai lancé une récupération d'IP via un outil confidentiel d'un ami développeur. L'IP était local, même quartier que moi. Elle était proche,
trop proche. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai écouté mes vieilles notes vocales, j'ai repris son dossier. Et une chose m'a glacé, à la fin de chaque séance, je laissais mon dictaphone allumé quelques secondes par mégarde. Elle regardait toujours le coin du bureau, elle savait. Elle voulait être enregistrée. Le lendemain, en feuilletant un carnet de notes, j'ai trouvé un post-it tombé entre 2 pages. Un mot écrit de sa main. Les femmes fortes ont toujours des failles. Il suffit de les entendre respirer. C'était un avertissement, un aveu, un trophée. C'est là que j'ai compris. Elle ne voulait pas juste mon mari, elle voulait mon effondrement. Public, irréversible. Mais elle avait oublié une chose. Une thérapeute ne se bat pas avec des cris. Elle observe, elle attend et elle frappe là où l'autre s'écoute parler. J'ai revu chaque séance, tous mes enregistrements. J'ai tout réécouté, même ceux que je pensais inutiles. Et ce que j'ai trouvé n'avait rien à voir avec la folie. C'était une stratégie, une construction lente, méticuleuse. Nina ne venait pas chercher de l'aide. Elle venait chercher des angles morts. Sa voix, dans mes écouteurs, n'avait plus rien d'instable. Elle était claire, précise. Elle posait des questions indirectes qui étaient « Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres femmes ? Vous pensez que certaines personnes peuvent simuler l'amour pendant des années ? Votre mari vous a-t-il déjà menti sur des petites choses curieuses ? À l'époque, j'y avais vu de l'autoprojection. En réalité, c'était un interrogatoire déguisé. Elle me profilait, et ça allait plus loin. Lors de la 5e séance, j'avais évoqué à demi-mot mes doutes sur mon couple, ce moment où l'on commence à deviner l'éloignement sans oser le nommer. Elle m'avait fixé longtemps, puis elle avait dit « Je suis sûre que votre mari vous adore. Il a une chance immense. » Et elle avait souri. Un sourire qui, maintenant, me donnait froid dans le dos. Elle testait mes faiblesses, mes peurs, mon seuil de rupture. J'ai ouvert mon ancien téléphone, celui que je n'utilisais plus depuis des mois. Dans les messages archivés, je suis tombée sur une conversation que j'avais presque oubliée, une soirée où Julien m'avait demandé d'annuler un dîner parce qu'il avait un appel client de dernière minute. C'était 2 semaines après la dernière séance de Nina. J'ai vérifié l'historique de sa carte bancaire. Un restaurant japonais à 22h13. 2 menus. Pas de clients, pas de réunion. Pas de doute. J'ai imprimé les relevés, les photos de l'article, les transcriptions de mes séances. J'ai tout classé dans un dossier noir. Sans titre, j'aurais pu lui dire. Affronter Julien, le confronter, hurler. Mais ce serait une satisfaction de 5 minutes. Nina voulait que je réagisse avec le cœur. Je devais répondre avec la tête. Alors j'ai décidé de la recontacter. Pas en tant que Claire. En tant que Léna, une nouvelle patiente, j'ai créé un profil psychologique crédible, 35 ans, célibataire, une perte de repères professionnels. J'ai envoyé un mail via une plateforme privée de consultation et elle m'a répondu en moins de 3 heures. Elle acceptait les rendez-vous en ligne, toujours les mercredis. Le jour du rendez-vous, j'ai installé une fausse identité, un fond neutre, un changement de voix. Juste assez pour ne pas être reconnu, mais garder son attention. Et dès les premières minutes, j'ai senti ce que je cherchais, sa faim. Elle m'a observé. Avec ce même regard clinique, elle m'a posé des questions. Vous avez peur de quoi exactement? Vous vivez seul depuis quand? C'était le même schéma inversé. Cette fois, c'était elle qui prenait le contrôle. Ou du moins, elle le croyait. J'ai simulé la vulnérabilité. Glissé des phrases volontairement ambiguës. Parler de trahison, de sentiment d'être remplacé. Et son regard s'est allumé, comme si elle reconnaissait une partition familière. À la fin, elle m'a proposé une nouvelle séance. J'ai accepté et j'ai enregistré toute la conversation. Les jours suivants, j'ai cherché ses traces numériques. Elle avait effacé presque tout. Pas de réseau social actif, pas de blog, pas d'adresse officielle. Mais en croisant quelques mots-clés du fameux article avec d'anciens forums, j'ai trouvé un vieux pseudo,
No Name 88. Ce pseudo revenait sur plusieurs discussions, toutes entre 2018 et 2000, des témoignages de femmes se disant blessées par des figures d'autorité féminine, des histoires de revanche, de séduction comme forme de pouvoir. Et toujours la même signature, l'illusion du contrôle et la faille des fortes. Et c'est là que j'ai compris, elle ne m'avait pas choisi par hasard, elle traquait un certain profil, des femmes structurées, admirées, entourées. Elle les approchait, se faisait aimer, puis les désossait de l'intérieur, par étapes. J'ai compilé tous les témoignages. Certaines parlaient d'une femme qui se dépassait pour une confidente, une amie, une thérapeute, une amante. D'autres disaient que leur entourage ne les avait pas crues. L'une d'elles avait même été internée après une crise de panique suite à la fuite de ses journaux intimes, jamais retrouvés. J'ai tenté de les joindre. 3 ont répondu. 2 m'ont raccroché au nez dès que j'ai dit le mot « Nina ». Mais la 3e a fondu en larmes et m'a juste dit « Elle m'a volé ma voix. Si vous pouvez la faire taire, faites-le ». C'est à ce moment-là que j'ai su, ce n'était pas qu'une histoire d'adultère, c'était un schéma, une mécanique de destruction. Et moi, j'étais peut-être la première à avoir encore assez de lucidité pour la briser. Mais il me manquait encore une pièce. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Que cherchait-elle à prouver ou à réparer? Je suis retournée chez mes parents. J'ai fouillé le grenier, mes archives de jeunesse, les lettres anciennes. Et j'ai trouvé ce que je ne cherchais pas. Une boîte à chaussures pleine de papier jauni, de photos, de lettres d'amour. Le nom sur les enveloppes m'a glacé. Élise D. L'écriture était fine, élégante. Le contenu déchirant. Élise parlait d'un amour brisé, d'un homme qui lui avait promis une vie, puis s'était marié avec une autre, plus convenable, mon père. Et à la fin d'une des lettres, une phrase « Si un jour ma fille croise la sienne, j'espère qu'elle aura la force que je n'ai pas eue. » J'ai fermé la boîte et j'ai compris. Je n'étais pas la cible, j'étais le miroir, le prétexte, le dernier chapitre d'une vengeance qui avait commencé bien avant moi. Je suis resté longtemps devant cette boîte. Les lettres dans mes mains tremblaient, non pas de colère, mais d'une terreur plus ancienne, une peur silencieuse, enfouie, celle d'avoir grandi dans une histoire qu'on m'a racontée à moitié. Élise. Ce prénom n'était jamais revenu dans les récits familiaux. Mon père, homme discret, jamais conflictuel, n'avait parlé que d'une relation de jeunesse. Une petite parenthèse avant de rencontrer ma mère. C'était tout. Il l'avait dit une seule fois, un soir de Noël, un peu trop de vin dans le verre. Ma mère j'avais souri, agacée mais sans jalousie, et le sujet n'était plus jamais revenu. Mais dans ces lettres, il n'était pas question d'une passade. C'était une vie rêvée, des projets de maison, de prénoms d'enfants, d'avenir commun, et puis un silence brutal, une disparition. Dans une des enveloppes, il y avait une photo en noir et blanc. Élise, très jeune, assise sur les marches d'une église. À ses pieds, une petite fille de 2 ou 3 ans, un nœud dans les cheveux, un regard fixe vers l'objectif. Au dos, une date griffonnée. Septembre, N avait demandé où était son père. N, Nina. Je me suis assise par terre. Le grenier sentait la poussière et l'humidité. J'avais froid, mais je ne bougeais pas. Je fixais cette photo comme si elle allait s'animer, me parler, me donner une réponse claire. Mais elle ne disait rien. Elle criait en silence. J'ai ramené la boîte chez moi sans un mot pour mes parents. Je savais que si je posais une seule question, tout basculerait. Et je n'étais pas encore prête. Ce soir-là, Julien est rentré plus tôt que prévu. Il m'a proposé de dîner au restaurant. Une tentative de rattrapage, probablement. J'ai accepté. Pas pour nous retrouver, pour l'observer,
Je le regardais parler, gesticuler, commenter la carte. Il me demandait si je voulais du vin, si je me souvenais de ce plat qu'on avait mangé à Rome. Je répondais avec des sourires dosés. Mes réponses étaient millimétrées. Je n'étais pas son épouse ce soir-là. J'étais sa spectatrice. Quand il est allé aux toilettes, j'ai fait attraper son téléphone. De code, il n'en avait jamais mis. J'étais ouvert sur les messages. Rien. Trop propre, trop récent. J'ai fouillé dans les fichiers supprimés. Et là, une image floue, mal cadrée, un selfie, lui allongé, torse nu, et une mèche de cheveux bruns dépassant du coin. Elle était là. J'ai transféré la photo sur mon portable, puis je l'ai regardé revenir, sourire aux lèvres. Et j'ai fait sourire aussi, parce que tout s'emboîtait. Le lendemain, j'ai relancé Léna, ma fausse identité. J'ai pris rendez-vous avec Nina pour une nouvelle séance. Cette fois, je voulais l'entendre parler d'Élise, voir si elle en parlerait spontanément. Elle était plus à l'aise, presque trop. Elle se penchait vers la caméra, souriait souvent, relançait la conversation avec une aisance qui n'avait rien de thérapeutique. Elle contrôlait l'espace, elle s'imposait. Je lui ai demandé si elle avait déjà été trahie par quelqu'un en qui elle croyait. Elle a ri. « Oh, vous savez, tout le monde trahit un jour ou l'autre. C'est juste une question de patience. » Puis elle a ajouté, sans que je ne dise rien, « Moi, je ne pardonne pas. J'attends et je rends, toujours. » J'ai noté chaque mot, son ton, sa posture. C'était une confession, sans en être une. Puis, en fin de séance, elle a dit, presque comme une confidence, « J'ai grandi avec une mère détruite par une femme qu'elle n'a jamais pu affronter. Alors, je rétablis les choses à ma façon. » C'était là, l'aveu, le lien, le déclencheur. J'ai terminé la séance calmement. Elle m'a proposé une prochaine date. J'ai dit oui. Elle croyait tenir sa nouvelle marionnette. Elle ne savait pas qu'elle était filmée, ni que chaque mot était sauvegardé. Cette nuit-là, j'ai écrit une note sur mon téléphone. Elle ne veut pas seulement que je tombe, elle veut que je ressente la même honte que sa mère, pas la douleur sur la perte de dignité. Et moi, je ne voulais pas lui rendre cette faveur. J'ai commencé à écrire, à compiler, à structurer. Le projet d'un podcast est né en moi comme un cri qu'on ne pouvait pas étouffer. Pas une plainte, un exposé, un miroir, pas pour me venger, mais pour la forcer à se regarder, sans masque, sans filtre, et surtout devant ceux qu'elle voulait manipuler. Je l'ai appelé « Les fortes tombent rarement seules ». J'ai enregistré une première bande, voix modifiée, ton neutre. Je racontais à la troisième personne l'histoire d'une femme que tout le monde admire, forte, intelligente, aimée, et celle d'une autre, plus jeune, discrète, qui décide de lui voler ce qu'elle a construit. Pas pour l'amour, pas pour la passion. Pour le spectacle de l'effondrement. Je n'ai pas cité de nom, pas de date, pas de ville, mais j'ai semé des détails que seule une personne reconnaîtrait, elle. Quand j'ai publié le premier épisode sur une plateforme libre, j'ai utilisé un pseudonyme, l'œil muette. En 24 heures, j'avais 4000 écoutes. En 2 jours, 12 000. Les forums ont commencé à en parler. Des articles sont sortis. Le podcast anonyme qui démonte les femmes parfaites. Les spéculations ont fusé. Et moi, je préparais le second épisode. Pendant ce temps, Nina ne se doutait de rien. Il était minuit passé quand j'ai reçu une alerte, un nouveau commentaire sur le podcast, pseudonyme cryptique, mais le ton, c'était elle. Un message court, presque moqueur, intéressant. Dommage que les gens forts aient tant besoin de se raconter. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Il n'y avait pas de menace, pas d'accusation directe, juste un murmure, une reconnaissance muette. Elle avait compris, je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire son travail et j'ai préparé l'épisode suivant. Le matin, en arrivant au cabinet, j'ai trouvé un mot glissé sous la porte. Un feuillet blanc comme mon blanc, plié 2 fois. Pas d'enveloppe, juste une phrase manuscrite.
Les monstres ne naissent pas. Pas. Ils sont fabriqués. Bonne chance avec votre audience, aucun doute. Elle commençait à bouillir sous le masque. Mais c'est quand Julien est venu me voir que j'ai compris que le processus s'accélérait. Il avait les traits tirés, le teint pâle. Il a refermé la porte du salon sans rien dire, s'est assis au bord du canapé, mains jointes, et il m'a regardé comme si j'étais une étrangère qu'il fallait convaincre. « Claire, on peut parler ?» Je me suis assise en face, droite, neutre. « Je t'écoute. » Il a hésité, puis « Je crois que quelqu'un nous veut du mal. Il y a un podcast, des choses dites, ça m'a fait penser à nous, à toi. » Il m'observait, cherchait une réaction. J'ai levé un sourcil, fin de la surprise. Un podcast il a hoché la tête, nerveux. Je l'ai écouté 3 fois. Il y a des détails. Des phrases que tu as dit ou que j'ai dites. Je comprends pas. Je n'ai rien dit. Juste croiser les jambes lentement. Tu crois que c'est Nina? Il l'a prononcé à voix basse, comme un nom interdit, et j'ai vu dans son regard la peur. Pas de perdre son couple, de perdre le contrôle. Pourquoi tu parles d'elle? Parce qu'elle m'a recontacté? Voilà. Il craquait. Elle m'a envoyé un message anonyme, puis un autre. Elle dit qu'elle sait des choses, qu'elle peut détruire ma carrière si je ne fais pas attention. Il m'a regardé comme s'il attendait que je le sauve, comme et avant, quand j'étais son socle, son épaule. Mais cette fois, j'ai laissé le silence durer. « Tu as peur d'elle ?» Et il a soufflé, agacé. « Je ne sais pas ce qu'elle veut. Moi, je savais. Elle voulait que je m'effondre et que lui, il regarde, sans rien faire, comme toujours. Quand il est reparti, j'ai verrouillé la porte et j'ai rouvert le dossier noir. À l'intérieur, j'ai ajouté une nouvelle page. Contact indirect avec Julien. Phase 2, enclenchée. Le podcast marchait. L'audience doublait chaque semaine. Des témoignages arrivaient par dizaines. Des femmes, des hommes aussi, racontant des histoires de manipulation lente, de violence invisible. Je devenais leur porte-voix. Mais je savais que l'histoire centrale, celle qui tenait tout debout, c'était Nina. Alors j'ai pris un risque. J'ai posté un message énigmatique à la fin de l'épisode 4. Et si celle qui détruit les autres n'était que l'écho d'un silence plus ancien, rendez-vous au prochain épisode. 3 jours plus tard, je recevais un mail. Pas de signature, mais l'adresse contenait une série de chiffres. Elle voulait jouer. Parfait. Dans le message, un lien. Une vidéo hébergée sur un serveur temporaire. J'ai hésité, puis j'ai cliqué. L'image était floue, tournée en contre-plongée. On y voyait une femme, moi, dans une salle d'attente il y a quelques mois. Il m'entraîne de parler au téléphone. Je disais, je ne sais pas combien de temps je peux encore faire semblant. Il ne me regarde plus, il me traverse. Et c'était une conversation privée. Je ne savais même plus où elle avait été enregistrée. Mais Nina, elle, avait tout archivé. En bas de la vidéo, un message. Tu veux aller à la transparence? Allons-y. Je n'ai pas eu peur, j'ai eu froid. Parce que je venais de comprendre jusqu'où elle était prête à aller, pas juste me nuire, m'effeuiller, phrase après phrase, publiquement, me réduire à une voix qui doute, qui tremble, qui n'est plus parfaite. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai écrit une seule phrase dans mon journal. Il est temps de la montrer, elle. Je l'ai fait doucement, stratégiquement. J'ai commencé par reprendre tous les extraits de séances enregistrées. En tant que Léna, j'avais identifié les moments où Nina se contredisait, les passages où ses récits changeaient d'un mercredi à l'autre, les mots glissaient trop vite, trop aiguisés pour être innocents. Elle parlait d'un père jamais là, puis d'un père brisé par une femme froide. Elle évoquait une mère dévorée par l'attente, puis une mère qui s'est effacée par vengeance. Les contours de sa version tremblaient, et surtout, dans une des séances,
Elle avait prononcé une phrase qu'elle croyait anodine. Vous savez, certaines femmes s'habillent comme si elles portaient leur statut sur le dos. Puis elle lui avait souri et ajouté « Ma préférée, l'ivoire, ça hurle le contrôle, c'était ma blouse, celle que je portais chaque jeudi. Elle l'avait notée, enregistrée, elle l'utilisait comme un code. Chaque détail qu'elle glissait dans ses récits avait une cible. Alors j'ai monté un épisode entier autour de cette obsession du détail. Je l'ai intitulé « L'obsession des surfaces » et j'y parlais, toujours à la troisième personne, de ces femmes qui apprennent à lire les autres comme des cartes, à repérer les failles dans l'ordre des objets, dans la manière de poser une tasse, dans l'espace entre deux silences. Des femmes qui s'entraînent à copier, à séduire, à démolir sans jamais se salir les mains. Le jour de la mise en ligne, j'ai reçu un nouveau message, cette fois plus long, toujours anonyme, mais le ton était différent, moins assuré, presque inquiet. Tu racontes bien, trop bien, mais tu oublies que dans certaines chutes, il n'y a pas que la victime qui s'écrase. Fais attention à ce que tu déclenches. Elle sentait le piège, mais il était trop tard. Ce même soir, j'avais été contactée par une journaliste indépendante, une femme qui suivait les mouvements féminins autour du trauma, de la manipulation mentale. Elle avait tout écouté le podcast et elle voulait m'interviewer anonymement et que je n'ai pas hésité. 1 heure plus tard, j'enregistrais un entretien à visage flou, voix filtrée, dans lequel je racontais la mécanique de l'effondrement programmé. Je ne parlais pas de moi, je parlais de la cible type, de l'agresseuse invisible. Mais tout le monde savait que ce n'était pas une fiction. Le lendemain, l'article avait été publié sur un site national. Le podcast choc d'une femme brisée par une manipulatrice. Quand la thérapeute devient cible, les commentaires ont explosé. L'histoire se propageait. Des centaines de partages, des témoignages, et surtout une atmosphère. Quelque chose se retournait, lentement. Nina, elle, restait silencieuse, aucun mot, aucun mail, aucune tentative de déstabilisation. Elle se repliait, ou bien elle préparait autre chose. Je ne voulais pas attendre. Alors j'ai lancé une autre piste. J'ai recontacté l'une des femmes que j'avais déjà entendue, celle qui avait pleuré au téléphone. Je lui ai proposé un rendez-vous dans un café discret, en dehors de la ville. Elle a accepté. Elle s'appelait Marion. Quand elle est entrée, je l'ai reconnue immédiatement. Pas parce qu'elle ressemblait à une victime, mais parce qu'elle portait le même genre de cicatrice invisible que moi. Elle s'est assise, a bu une gorgée d'eau et m'a dit « Vous voulez la détruire. Moi, je veux juste ne plus rêver d'elle. » Elle m'a tendu un dossier, des copies d'anciens échanges, des mails, des messages audio, un carnet de notes où Nina, sous un autre prénom, lui écrivait des conseils thérapeutiques qui ressemblaient plus à des ordres. J'ai tout lu, j'ai tout numérisé, tout sauvegardé, puis je l'ai prise dans mes bras, parce que ce jour-là, on n'était plus seuls, on devenait 2 voix. Bientôt, on serait 10, puis 100, puis une armée silencieuse, prête à faire du bruit. Le jour où j'ai publié l'épisode avec la voix de Caïn et Marion, je n'étais plus seule. Ce que je croyais être un cri isolé s'est transformé en écho, une résonance dense, une onde qui s'étendait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Le témoignage de Marion, brut, sans détour, avait déclenché quelque chose que même moi je ne contrôlais plus. Elle disait « On croit que la manipulation, c'est bruyant. Mais non, c'est lent, c'est tendre. C'est une main posée sur la vôtre, une phrase qui semble bienveillante, puis une autre, un peu plus intrusive, et un jour, vous vous réveillez incapable de penser sans sa voix dans votre tête. » À la fin de l'épisode, j'ai pris une décision. Plus de pseudonyme, plus de flou. J'ai laissé ma voix telle qu'elle, pas trafiquée, pas dissimulée, c'était un risque. Mais c'était surtout une déclaration de guerre. Puis j'ai publié une lettre,
Claire Renaud, mon vrai nom, mon vrai métier, mon histoire sans détour, pas pour me défendre, pour donner du poids aux autres voix, celles qui n'osaient quand même pas encore sortir, et les autres sont venus. 37 messages en 3 jours, de femmes, d'hommes aussi, jeunes ou âgés, de villes différentes, de contextes divers. Tous parlaient d'elle, d'une femme qui n'a jamais eu un seul visage, qui changeait de nom, de langage, de stratégie, mais dont l'intention restait constante, infiltrer, séduire, contaminer. L'une d'elles qu'elles écrivaient, elle disait que j'étais spéciale, que j'étais la seule adulte de ma famille. Elle m'a fait croire que j'étais exceptionnelle, avant de me faire douter de tout ce que j'étais, une autre. Elle m'a proposé de garder mes secrets, puis les a utilisés contre moi pour faire croire que j'étais instable. Mon compagnon m'a quitté, mes amis m'ont évité. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre que ce n'était pas moi le problème. Et j'ai tout lu, j'ai répondu à chacune. Je les ai enregistrées quand elles l'acceptaient, certaines avec la voix cassée, d'autres avec une rage froide. Toutes portaient la même empreinte. Et moi, pendant ce temps, je construisais. Non plus un podcast, une pièce, un dossier, un étau. Mais Nina ne réagissait pas. Silence total. Elle, si prompte à piquer, à provoquer, restait figée dans une inactivité suspecte. Je savais ce que ça voulait dire. Elle n'avait pas disparu. Elle préparait sa réplique et elle est arrivée un soir, tard. Un nouveau billet publié sur le même blog que le tout premier. Même ton, même structure, même cruauté glacée. Titre. Et si les monstres étaient ceux qui prétendent les combattre, elle racontait l'histoire d'une thérapeute jalouse, toxique, vieillissante, une femme qui aurait créé des failles chez ses patientes pour mieux les contrôler. Elle insinuait que mon podcast était une performance de victime, une vengeance montée de toutes pièces contre une femme plus jeune, plus libre. Elle m'accusait sans jamais me nommer, mais chaque phrase me désignait. Elle a passé sa vie à écouter les files des autres, mais elle n'a jamais su reconnaître les siennes. Alors elle les projette, elle les transforme en récits, elle se nourrit des confidences qu'on lui a données, et quand elle ne peut plus briller, elle détruit. Et cette phrase, à la fin, comme une signature empoisonnée, j'ai appris d'elle. Elle m'a modelé, elle m'a tout donné sans le savoir. Aujourd'hui, je lui rends. C'est ça, l'héritage. Je suis restée devant l'écran longtemps. Pas de colère, pas de larmes, juste cette sensation de glaise dans la gorge. Elle ne voulait pas juste renverser le récit. Elle voulait l'inverser complètement, me faire passer pour le bourreau, pour celle qui manipule, qui fabrique des récits, qui exploite des failles. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais anticipé cette réponse. Ce billet-là, je l'attendais depuis le début. J'avais prévu qu'elle tenterait de prendre le contrôle du récit, de se faire passer pour la victime d'une société qui juge trop vite, d'une thérapeute abusive. J'avais prévu et enregistré, car j'avais gardé une dernière carte, une séquence audio, une seule, mais suffisante. Un jour, lors de notre fausse séance en tant que Léna, elle avait dit à voix basse, presque rêveuse. Ce qui est fascinant, c'est que les gens forts ne voient jamais le moment où ils tombent. Ils s'écroulent, mais pensent encore tenir debout. Et quand ils réalisent, c'est trop tard. Il n'y a déjà plus rien. Puis elle avait ajouté, les yeux brillants, et moi, j'adore ce moment. Je l'avais gardé pour la fin, comme un écho de son propre poison, une preuve de son appétit, de sa jouissance à voir l'autre s'éteindre. Et maintenant, j'étais prête à la diffuser. Le soir du direct, pendant que l'écran comptait les connexions, je suis restée immobile devant mon micro. Lumière tamisée, porte verrouillée, téléphone éteint. Tout était prêt. Pas de décor, pas de discours. Juste ma voix, son enregistrement et ce que j'avais attendu de montrer depuis des mois, sa vraie nature. J'ai regardé le chiffre grimper.
18 423 connexions en direct, la majorité anonyme. D'autres avec prénom, initial, parfois des commentaires dans le chat. Je suis là, on vous entend? Merci de faire ça. J'ai laissé le silence durer. 50 secondes, une éternité. Je voulais qu'ils comprennent. Le silence chez elle n'était jamais un vide. C'était un outil, un moyen de pression, une forme de langage. Puis j'ai lancé l'enregistrement. Sa voix a empli la pièce. Moi, j'adore ce moment. Pas de cris, pas de haine, juste un plaisir froid, chirurgical. Chaque mot était un scalpel et tout à coup, je n'étais plus seule. Ce n'était plus mon histoire, c'était la leur, la vôtre, celle de toutes celles qu'elle avait sectionnées au scalpel du sourire, toutes celles qu'elle avait lentement dépouillées, pas de leur bien, de leur langage, de leur logique, de leur capacité à dire « j'ai mal et c'est de ma question, j'ai mal et ce n'est pas de ma faute ». J'ai diffusé les témoignages, l'un après l'autre, des voix réelles, des phrases simples, des vérités qui n'avaient pas besoin d'être criées pour couper. Elle m'a dit que je dramatisais. Elle a dit que j'étais comme sa petite sœur, qu'on ne se ferait jamais de mal. Elle m'a fait croire que j'étais instable, que tout ce que je ressentais venait de moi. Et puis, elle a attendu que je sois à genoux pour me dire qu'elle ne m'avait jamais cru. Des dizaines de phrases, des dizaines de failles, mais toujours en fond, la même signature, la douceur stratégique, l'écoute comme arme, le soin comme piège. Et à la fin, je suis revenu, pas pour conclure, pas pour résumer, pour nommer. On m'a dit que le pardon était une forme de puissance. Ce n'est pas ce que je cherche. Je ne veux pas qu'elle regrette, je veux qu'elle soit vue, entièrement, comme nous l'avons été, nous, mise à nu dans sa méthode, dans sa mécanique. Je veux qu'elle entende ce que c'est qu'une vérité collective. Puis j'ai fermé le live. Et ce soir-là, je n'avais pas pleuré. Mais la vague, elle, a commencé à déferler. Dans les heures suivantes, les écoutes se sont envolées. Le podcast s'est hissé numéro 1 en France, puis en Belgique, au Québec. Des extraits sont apparus sur Twitter, puis TikTok. Des créateurs ont commencé à lire à voix haute les témoignages. Les voix se sont multipliées. Mais pas ça pour moi, pour elle. Pour tous ceux et celles qui avaient été réduits au silence par une personne qui savait trop bien comment faire taire sans jamais menacer. Et pendant que le monde écoutait, Nina disparaissait. Plus de mails, plus de nouvelles publications. Et c'est son blog personnel, l'un des rares tels que j'avais réussi à tracer à travers un ancien domaine en cache, a été supprimé. Mais je savais qu'elle n'était pas partie, elle observait, elle écoutait, comme toujours. Et quand le silence a duré trop longtemps, c'est toi qui l'ai brisé. J'ai envoyé un message, un seul, court, froid, calculé. Tu as toujours utilisé les histoires des autres. Maintenant, c'est la tienne qui t'échappe. Tu ne contrôles plus rien. Je ne voulais pas une réponse, mais j'en ai reçu une. Un mail sans signature, sans pièce jointe, juste un bloc de texte. Tu crois que tu as gagné. Tu n'as fait que rallumer un feu que j'avais décidé de laisser mourir. Tu ne me connais pas. Tu crois que je suis un monstre, mais je suis né dans une guerre, celle que ton père a gagnée en détruisant la mienne. Elle revenait à ça, toujours, à Élise, à ce passé qui l'arrangeait plus que tout. Elle voulait que je comprenne que je n'étais qu'un prétexte, une répétition, une revanche héréditaire. Mais j'avais compris bien avant elle. Et ce jour-là, j'ai pris une décision. Pas une impulsion, une construction, une conclusion. J'ai enregistré l'épisode final. Pas de mise en scène, pas de fiction. Juste moi, je racontais tout. Élise, le grenier, les lettres, le silence de mon père, le regard que j'avais porté sur lui pendant 40 ans.
sans jamais imaginer ce qu'il avait laissé derrière. Et puis, la phrase, celle que j'avais relue 1000 fois, « Si un jour ma fille croise la sienne, j'espère qu'elle aura la force que je n'ai pas eue. J'étais cette fille et j'avais croisé la sienne. Et aujourd'hui, je parlais. À la fin de l'enregistrement, j'ai prononcé ces mots, lentement, articulés. Je te rends ce que tu as volé à ta mère, pas pour toi, pour elle, et pour toutes celles que tu as brisées en pensant venger quelque chose. » Puis j'ai diffusé l'audio. Et j'ai éteint mon micro. Puis j'ai imprimé une des lettres d'Élise. Je suis allée au cimetière, j'ai cherché sa tombe et j'y ai déposé cette lettre pliée, posée dans une enveloppe simple. Sur l'enveloppe, j'avais écrit au feutre noir « Ce n'est pas une victoire, c'est une délivrance ». Ce matin-là, j'ai su que l'équilibre avait basculé, pas à cause d'un article ni d'un message, mais à cause du silence. Le genre de silence qui ne vient pas du soulagement, mais du retrait, de la fuite, de la peur, celui qui précède les écroulements. Plus aucun commentaire de sa part, plus de provocation, plus de gifles verbales cachées dans des tournures élégantes, juste rien. Et ce rien-là faisait plus de bruit que tout ce qu'elle avait pu écrire. Mais ce que Nina ne savait pas, c'est que le plus dangereux n'était pas sa colère. C'était mon calme, cette phase où je ne réagissais plus à ses mouvements parce que j'en avais anticipé chacun, où je n'espérais plus qu'elle s'effondre parce que l'effondrement avait déjà commencé. Alors j'ai accéléré, j'ai contacté 3 avocats, pas pour porter plainte, pas encore, pour comprendre, pour préparer. Je voulais que le terrain soit prêt, net, balisé. S'il fallait passer par la justice, je ne le ferais pas pour punir. Je le ferais pour documenter, pour archiver, pour qu'il reste une trace. Ensuite, j'ai relancé les témoignages. Je ne les avais pas tous diffusés. Certains étaient trop durs, trop intimes. Je les avais gardés par respect. Mais les femmes, elles même m'ont écrit. Vous voulez être entendu, être dites, ne plus se cacher. Alors j'ai lancé une série d'épisodes courts, les fragments, des capsules de 5 à 18 minutes, où une voix, toujours différente, disait ce qu'elle avait vécu. Pas de montage, pas de musique, pas d'intro, juste une respiration. Puis, elle m'a dit que j'étais trop émotive. Ok, elle m'a écoutée pendant 2 mois, puis a utilisé mes phrases exactes pour faire croire que j'étais folle. Ou encore, elle m'a dit que j'étais un fardeau pour ceux que j'aimais, que ma douleur était toxique, je l'ai cru. Chaque fragment, une lame, ensemble un cri. Le podcast est devenu un monument. Pas pour moi, pour elle. Pour tous ceux et celles qui avaient un jour douté d'eux-mêmes en sortant d'un bureau, d'une conversation, d'un regard trop doux. Mais l'histoire n'était pas terminée. Un soir, en relevant mes mails, j'en ai trouvé un étrange. Objet, je sais où elle est, aucun nom, aucune salutation, juste un lien. Et cette phrase, elle continue, sous un autre prénom, dans une autre ville. J'ai hésité. J'ai vérifié l'adresse. Le lien menait à une fiche de présentation sur une plateforme de coaching. Nouveau nom, nouvelle photo. Mais le regard, c'était elle, Nina. Elle avait fui, mais pas cessé, elle recommençait. Ailleurs, autrement, avec d'autres. Et là, j'ai compris, le podcast ne suffisait plus. Alors j'ai tout repris depuis le début. J'ai contacté une journaliste d'investigation, une vraie, une de celles qui creuse, qui recoupe, qui ne publie rien sans preuve. Je lui ai tout donné, pas mon nom, pas encore, mais le dossier, le récit, les traces, les failles. Elle m'a répondu en une phrase. Je vais remonter toute sa trajectoire et je ne la lâcherai pas. Pendant que l'enquête avançait, moi je suis retournée chez mes parents. J'ai attendu qu'elle sorte faire les courses. Puis je suis allée dans le grenier, encore. Pas pour relire, pour brûler. J'ai pris les copies, les doublons, les lettres qui n'avaient pas besoin de survivre.
celles qui faisaient du mal sans apporter de lumière. J'ai quand sorti une vieille boîte en métal, suis descendu dans le jardin et j'ai même tout mis dedans. Une à une, puis j'ai allumé une allumette. Le feu a pris vite. Le papier ancien, sec, friable. Les mots d'Élise se sont envolés en cendres. Pas par oubli, par décision. Je gardais ce qu'il fallait transmettre. Le reste devait mourir. Parce que parfois, la dignité, ce n'est pas exposer le passé. C'est choisir ce qu'on accepte de porter. Le lendemain, la journaliste m'a appelé. Elle avait retrouvé 2 autres identités, 2 autres Nina, dans 2 autres régions. Même méthode, même voix, même phrase. Et puis cette phrase qu'elle aurait dite à une patiente il y a 4 ans. La vraie puissance, c'est quand on fait tomber quelqu'un sans jamais le toucher. Je l'avais entendue, moi aussi. Elle recyclait sa cruauté, elle la vendait comme sagesse. Mais cette fois, quelqu'un l'écoutait. Le jour où l'article est paru, il faisait gris. Pas de tonnerre, pas de tension dans l'air. Mais moi, je tremblais. Le titre, « La femme aux 1000 noms, une manipulatrice dans le monde du soin ». Le contenu, implacable. Dates, témoignages, croisement de profils, doutes juridiques, proximité avec des patients. Faux diplôme, pas un mot sur moi, mais tout y était. Et à la fin, cette phrase. Elle disparaît, puis revient, avec un autre nom. Mais les cicatrices qu'elle laisse, elles, ne changent jamais de forme. Le lendemain, la plateforme de coaching a supprimé son profil. Et moi, j'ai reçu un nouveau mail, pas signé. Mais je savais que c'était elle. Tu m'as enlevé ma voix, bravo. Mais sache une chose, j'existerai toujours là où quelqu'un veut croire qu'il est spécial. Je n'ai pas répondu, mais j'ai noté la phrase. Et je l'ai utilisée pour l'épisode suivant. Pas pour me défendre, pour prévenir, parce que si un jour que elle recommence quelque part, quelqu'un tombera sur ma voix et saura. Partie 9. Épilogue étendu, finale totale. L'été s'est passé sans fracas. Il n'y a pas eu de climax, pas de confrontation finale, pas de justice tonitruante, mais il y a eu des suites, des conséquences silencieuses, continues, comme les ondes d'un caillou tombé dans l'eau, invisible, mais partout. Nina est restée une cicatrice dans les débats. L'affaire, comme on l'a appelée, a été reprise par quelques émissions de société. Des psychanalystes ont tenté d'expliquer, d'autres ont minimisé. Un cas isolé, disaient certains, une dérive mais pas une généralité, mais ce qu'ils ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir, c'est que Nina n'était pas un accident. Elle était un miroir, celui d'un système qui adore les femmes fortes à condition qu'elles soient utiles, muettes, disponibles, et qui se bouchent les oreilles quand ces mêmes femmes disent « J'ai été brisée, j'ai refusé les plateaux télé, les invitations de podcast People, les livres à la va-vite, ce n'était pas une histoire à vendre, c'était une mémoire à préserver. » Alors j'ai continué autrement, j'ai repris l'écriture, pas celle du récit, celle du travail, du terrain. Avec d'autres professionnels, on a conçu une base de données, des outils pour détecter les schémas de manipulation affective chez les patientes en rupture, des guides pour identifier les faux soignants, les coachs destructeurs, les mécanismes d'emprise douce. On a formé, on a publié, on a transmis et doucement, des femmes sont venues pour parler, pour créer, pour ne plus rester seules. Un matin d'automne, j'ai reçu un colis. Un carnet est relié à la main. À l'intérieur sont des lettres, mais pas de Nina, des lettres d'autres femmes, celles qui avaient écouté le podcast, qui avaient compris, qui avaient repris leur voix, des lettres parfois tremblées, parfois structurées, mais toutes vivantes. L'une disait « Je croyais que la douceur était mon talon d'Achille. Grâce à vous, j'ai compris que c'était ma force. » Une autre « Elle m'a presque effacée, mais vous m'avez rendu lisible. » Je n'ai pas pleuré. J'ai juste serré le carnet contre moi
comme on serre un livre qu'on aurait écrit sans le savoir. Puis je suis allée au cabinet. Une journée comme une autre, une femme m'attendait, la cinquantaine fatiguée et nerveuse, le regard fuyant. Elle s'est assise, a pris une inspiration et a dit « Je suis ici parce que quelqu'un m'a dit que chez vous, on n'a pas besoin de justifier pourquoi on souffre. » J'ai souri. C'est vrai. Les mois ont passé, le podcast est resté en ligne, je ne l'ai jamais supprimé, mais j'ai désactivé les commentaires, pas pour fuir et pour que l'écho reste pur, et parfois je l'écoute. Un épisode, un fragment, non pas pour revivre, mais pour mesurer. Le chemin, le poids, la transformation. Je ne suis plus la Claire d'avant. Je suis celle qui sait ce que c'est d'être déchirée sans être touchée, ce que c'est de survivre à une guerre qui n'était pas la sienne, ce que c'est de choisir qu'un jour, de ne plus tendre la joue, mais de construire un mur de mots. Et surtout, ce que c'est de ne pas se laisser définir par ce qui vous a blessé. Le dernier chapitre, je l'ai écrit un soir d'hiver. Je l'ai glissé dans un cahier sans intention de le publier. C'était pour moi. Il commençait ainsi. Un jour, une femme m'a volé mon mari, ma voix, mon reflet, mais elle m'a aussi donné un rôle. Celui de dire à d'autres femmes que le silence n'est pas une fatalité, et il se terminait par une seule phrase. Je n'ai pas gagné contre elle. J'ai gagné contre ce qu'elle voulait que je devienne. Aujourd'hui, je vis ailleurs. Pas loin, mais différemment. Un appartement plus petit, plus lumineux, moins rangé. Un chien, pas de télévision. Une bibliothèque ouverte, pas classée par taille. Et sur la table, un carnet vierge. Pour les histoires à venir. Pas les miennes, quelles les vôtres, quelles que je suis prête à entendre. Et surtout à croire.